Bonjour à tous. Notre invité ce matin est député des Yvelines et porte-parole de La République En Marche à l'Assemblée. Bonjour Aurore Berger. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Évidemment, on commence par ces images qu'on a vues tout le week-end de cette professeure agressée avec une arme factice par un élève. Il voulait qu'elle le note présent en cours. Il y a une plainte qui a été déposée, l'élève a été mis en examen. Comment vous avez réagi quand vous avez vu ces images, Aurore Berger ? Je pense comme tous les Français, j'ai été évidemment particulièrement choquée de la violence de ces images à l'encontre de cette professeure. La prolifération aussi de ce genre d'images sur les réseaux sociaux, on voit bien que la présence de téléphones portables peut engendrer des effets très pervers. C'est la raison pour laquelle, par exemple, on les a interdits au collège, pour que justement on n'ait pas d'utilisation abusive. Et vraisemblablement, s'il n'y avait pas ces réseaux sociaux, peut-être qu'il n'y aurait pas eu cette scène et cette violence. Alors on va quitter la communication officielle du gouvernement, parce que vous savez ce que nous disent les enseignants sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours. Ils disent que c'est pas vrai ce que vous dites. Ils disent que ça arrive tous les jours et qu'en général, on leur dit pas de vague. C'est-à-dire, ne dites rien, ne portez pas plainte. Votre moto a été abîmée, on va la réparer avec l'argent du collège. Ne mettez pas de commentaires négatifs sur l'élève. Surtout, il ne faut pas fustiger les élèves. Il faut faire comme si de rien n'était. Est-ce que c'est ça la vérité dans les lycées et les collèges ? Il ne faut pas que ce soit ça. Il faut qu'il y ait la plus grande des fermetés. Donc s'il y a besoin de faire des vagues, il faut faire des vagues. Il faut rien mettre sous le tapis parce que ce sont des faits extraordinairement graves. Parce que vous êtes d'accord, c'est pas une exception ce qu'on voit. C'est vrai qu'elle a été filmée. Malheureusement, non, ce n'est pas une exception. Je pense qu'il y a une amplification du fait des réseaux sociaux. Heureusement, grâce aux réseaux sociaux, on voit ces images qui existent. Grâce aux réseaux sociaux, je dirais pas ça pour la professeure parce que malheureusement, elle a été aussi mise en lumière. Depuis ce week-end, j'ai regardé beaucoup le hashtag pas de vague sur les réseaux sociaux. J'ai vu tous ces enseignants qui sont très en colère. Ils disent voilà, on fait de la pub, on fait de la communication sur cet incident terrible parce que justement c'était filmé. Le ministre s'en est saisi, les communicants de La République En Marche s'en saisissent, mais en vérité, d'habitude, on nous demande de se taire. Il ne faut pas qu'il se taise. Et d'ailleurs, vous savez, au départ, la professeure était tellement choquée qu'elle ne l'a pas signalé le jour même. Elle l'a signalé le lendemain. C'est la raison pour laquelle il y a tout de suite eu cette plainte lui dit d'habitude de déposer le lendemain. Ne pas le dire. Donc moi, je le dis aux enseignants, et le ministre l'a dit aussi, si jamais il y a des faits de cette gravité qui existent, que ce soit une détérioration sur leurs effets personnels ou encore plus des atteintes à leur personne, il faut faire des vagues, il faut le dire, il faut le signaler. Ça, c'est nouveau, Aurore Berger. C'est nouveau que vous disiez ça. C'est bien, tant mieux, mais c'est nouveau. Mais c'est essentiel. Jusqu'à présent, on a pris plein de tweets et j'invite évidemment nos téléspectateurs à aller sur la timeline de la matinale de LCI pour voir tous ces témoignages. Et vous savez, Jean-Michel Blanquer, depuis qu'il est là, il a clairement dit qu'il faut rétablir l'autorité à l'école. Et l'autorité, ça passe par le respect évidemment de l'enseignant, respect des élèves et respect de l'enseignant. Et à partir du moment où il y a des incidents, il faut les signaler. Si on doit exclure un élève, alors on exclut l'élève. Si on doit aller jusqu'au pénal, on va jusqu'au pénal. Regardez ce tweet. Je fais cours porte ouverte, un élève passe dans le couloir, crie Madame M, je ne vais pas lire. Première réaction de la principale, vous avez peut-être mal entendu car ce n'est pas sa version des faits. Mais ça, c'est tous les jours. Je sais que c'est tous les jours. Et encore une fois, moi, je peux que vous dire qu'il faut qu'il y ait des vagues si c'est nécessaire. Il faut que ces incidents soient signalés. Il faut qu'ils remontent. Il faut que les procédures soient engagées. Là, dans le cas présent, il y a une procédure engagée jusqu'au pénal, évidemment. Tant pis pour les statistiques, Aurore Berger. Cette fois-ci, on assume. On a envie d'avoir les yeux ouverts sur ce qui se passe à l'école. Il faut avoir les yeux ouverts. Vous savez, il y a une enquête aussi extrêmement importante qui a été révélée sur des faits de communautarisme extrêmement divers qui existent aujourd'hui au sein des établissements scolaires. Et Jean-Michel Blanquer, il a pris le sujet dès le départ avec des unités laïcité pour que les professeurs ne soient pas désarmés face à des faits qui peuvent leur arriver. 400 remontés, on l'a vu. 400 remontés par les renseignements territoriaux. Donc justement, on ne met pas ça sous le tapis, on le met en lumière, non pas pour exagérer une difficulté ou un problème, mais pour dire ça existe et on doit le résoudre et c'est à l'État de le résoudre. Il y a une évolution quand même, Aurore Berger, parce que vous-même, il y a 8 mois, vous étiez auteur d'un rapport qui a fait beaucoup polémique auprès des enseignants, où vous disiez, je vous cite, qu'il fallait éviter dans les bulletins les remarques désobligeantes, voire stigmatisantes sur le long terme. Ce sont des choses qui sont complètement différentes, c'est-à-dire, non, on ne peut pas mettre sur le même plan. Alors dites-moi. On ne peut pas mettre sur le même plan la manière avec laquelle on a fait fonctionner notre système scolaire, où parfois il a été vu comme un système qui était vu négativement par les élèves, où on ne valorisait pas forcément le travail réalisé, la progression réalisée. Et là, les faits qu'on dénonce, c'est des atteintes à l'autorité. Vous disiez les professeurs ne sont pas du même milieu que les élèves, du coup, ils ne peuvent pas les comprendre, du coup. Vous vous souvenez de cette polémique ? Caricaturons pas. Moi, je me souviens de polémiques, vous savez, je fais l'objet régulièrement de polémiques, de fake news, etc. C'est un rapport que j'ai relu ce week-end. Oui, mais très bien. Moi, je sais ce que j'ai écrit et pourquoi. J'ai rencontré non seulement tous les syndicats d'enseignants, mais j'ai aussi rencontré toutes les associations qui travaillent dans un certain nombre de quartiers, qui sont des quartiers populaires, où, en effet, on a des difficultés supérieures parce qu'on a des familles qui ne sont pas toujours en mesure, en capacité, pour plein de raisons sociales, culturelles ou autres, de suivre l'éducation de leurs enfants. Donc, il faut qu'on arrive à réconcilier
oublier l'école et les parents. Ça, c'est essentiel. Ce genre d'image, ce genre de comportement n'existerait probablement pas si on avait aussi un meilleur rapport entre l'école et les parents, une meilleure implication des parents dans l'éducation de leurs enfants. Donc, comment on peut contraindre les parents, justement, et vous avez raison, comment on peut les contraindre à s'investir davantage dans l'éducation de leurs enfants? Mais parce que l'éducation, d'abord, ce sont les parents qui en sont les vecteurs. L'école, elle est là d'abord pour instruire, elle est là pour transmettre les valeurs républicaines et l'autorité, le respect, évidemment, ça en fait partie, respecter si elle n'est pas là, l'autorité des parents? Eh bien, si elle n'est pas là, alors, évidemment, il faut les convoquer. J'imagine que cela a été fait. Il faut évidemment engager les procédures qui seront nécessaires. Et encore une fois, si ça doit aller jusqu'à l'exclusion de l'élève, ça ira jusqu'à l'exclusion de l'élève. Si ça doit aller jusqu'à des procédures pénales, élève sera exclu? Vraisemblablement, c'est ce qui va se passer, évidemment. Vous imaginez l'élève revenir dans cette classe et fanfaronner après ce qu'il a fait à son enseignante. Ce serait incompréhensible. Donc, conseil de discipline à la rentrée, après les vacances de la Toussaint. Après, c'est l'école qui va statuer. Mais vu la gravité des faits, ça me paraîtrait très compliqué qu'il puisse prétendre revenir dans cet établissement scolaire. Et en plus, une procédure pénale, encore une fois, a été engagée. Et le ministre, ce matin, dans une interview aux Parisiens, je crois, explique que, effectivement, comme il y a beaucoup d'excuses de la minorité chez les élèves qui commettent ces délits-là, il faut peut-être responsabiliser davantage les parents. Mais j'ai envie de dire, c'est un changement de culture aussi. Oui, mais il y a beaucoup de changements culturels qui ont été introduits, vous savez, depuis quelques mois, depuis que Jean-Michel Blanquer est ministre. Moi, je trouve qu'on avait fait beaucoup d'idéologie à l'école et ça lui a fait du tort à l'école républicaine. Et là, maintenant, il faut rétablir les fondamentaux de ce que l'école doit transmettre aux enfants. Le respect, évidemment, en fait partie et l'autorité en fait partie. Alors, sans transition, mais peut-être que vous allez me dire qu'on peut y voir un lien. Je voulais revenir au fait sur cette semaine incroyable de Jean-Luc Mélenchon, de la France Insoumise, la confrontation avec cette perquisition, avec la justice, avec les policiers. Ce week-end, il a traité les journalistes de France Info d'abrutis, ceux de Mediapart aussi. Est-ce que tout ça, ça dit quelque chose de notre société ? Il y a un climat de violence et d'hystérie, je trouve, qui est en train de progresser. Nous, on le subit à l'Assemblée nationale parce qu'on voit bien la manière avec laquelle les débats peuvent s'organiser du fait notamment de l'extrême droite et de l'extrême gauche avec Jean-Luc Mélenchon. Et là, je trouve qu'il a passé un cap, c'est-à-dire qu'il s'en est pris d'abord à l'intégrité des forces de l'ordre lors des perquisitions, à l'indépendance de la justice. Puis ensuite, il a insulté les journalistes et pire que les insulter, il a appelé à la haine à l'encontre des journalistes. Parce que il a dit de les pourrir partout. C'est ça, mais quand vous haranguez la foule, quand vous demandez à vos partisans d'aller, je cite, pourrir les journalistes de France Info partout où vous pouvez, jusqu'où on va ? Est-ce qu'on va jusqu'à les attendre en bas de Radio France pour que physiquement on atteinte à leur intégrité ? Jusqu'où on va dans cette escalade ? Je pense que Jean-Luc Mélenchon est en train de démontrer le vrai visage de ce qu'est l'extrême gauche. Ce sont des gens qui sont dangereux dans leur méthode, qui sont dangereux dans leur discours. L'extrême gauche, l'extrême droite, c'est la même chose ? Vous avez l'impression qu'il y a une différence dans les méthodes et dans les discours ? Moi, je ne trouve pas, parce qu'on sape là les fondamentaux de ce qu'est notre République, de ce qu'est notre démocratie. Quand on s'en prend aux juges, quand on s'en prend aux journalistes, quand on s'en prend à la police et aux forces de l'ordre, quand on essaye de faire naître la théorie et l'ère du soupçon, du complot, comme s'il y avait à la fois des journalistes d'État, une police d'État, comme si tout cela avait été commandité par l'Élysée, évidemment, on retrouve exactement les mêmes méthodes. On va parler du couple exécutif. Il y a eu ces 15 jours de remaniement sans fin et on voit les résultats aujourd'hui dans les sondages, avec ce sondage hier dans le journal du dimanche. La progression très forte du Premier ministre Édouard Philippe, 41% de satisfaits, c'est plus 7 points, alors que le président, à 29%, stagne. Est-ce que c'est un problème qu'Édouard Philippe soit aujourd'hui beaucoup plus populaire qu'Emmanuel Macron ? Non, je ne sais pas en quoi est le problème, parce que vous l'avez dit, c'est un couple, c'est une équipe qui existe, à la fois exécutif, législatif aussi, avec la majorité, la République En Marche et le MoDem. Donc nous, ce qui importe, c'est qu'on continue. Mais l'homme fort de l'exécutif, c'est qui aujourd'hui ? Mais vous savez, c'est un couple. Donc en fait, je pense qu'il faut que les deux puissent aller bien pour que le pays aille bien. Après, moi, j'ai jamais cru qu'un remaniement suffise à lui seul à progresser dans les sondages. Et je pense pas qu'il ait été fait pour ça. Il a été fait parce qu'il y avait un choix de Gérard Collomb de pouvoir s'engager à fond pour les municipales à Lyon. Et donc il y avait la nécessité évidemment d'avoir un nouveau ministre de l'Intérieur. C'est fait avec Christophe Castaner. Mais la nécessité aussi de réaffirmer un cap qui est le nôtre et qui, lui, n'a pas bougé. Comment vous l'expliquez, cette différence de perception des Français ? Est-ce que c'est parce que Édouard Philippe s'est montré plus solide dans la tempête et l'adversité qu'Emmanuel Macron ? Je n'ai pas l'impression que le président de la République soit faible dans les difficultés ou qu'il se cache. C'est ce que disent les Français dans les sondages. Vous savez, celui qui a tenu la barre, c'est Édouard Philippe. Mais c'est les deux.
C'est les deux, tout simplement. Vous avez aucune... Enfin, moi, je ne fais pas de différence, si vous voulez, entre le Premier ministre et le Président de la République. Le Président de la République, c'est celui qui a été choisi par les Français. Et c'est lui qui a choisi ensuite son Premier ministre et avec lui, son gouvernement. Donc, c'est une équipe qui fonctionne. Et c'est une équipe qui doit fonctionner parce que les Français, ce qu'ils attendent, c'est des résultats. Ce qui leur importe, ce n'est pas tellement le qui fait, mais c'est qu'est-ce qu'on fait et quels sont les résultats tangibles qu'ils peuvent percevoir. Alors, la parité, on va en parler. Vous avez co-signé une tribune, notamment contre le sexisme, mais aussi forcément la parité en politique. Alors, on a un Premier ministre qui est un homme, un président qui est un homme, on a un président de l'Assemblée qui est un homme, on a un patron des députés qui est un homme. J'ai envie de dire, Marlène Schiappa, présidente du parti La République En Marche, elle a fait acte de candidature ce dimanche dans le JDD. Je réfléchis à présenter ma candidature. Évidemment, vous la soutenez. Mais moi, vous savez, je ne soutiens pas un homme ou une femme par principe. Moi, ce que je remarque, c'est qu'avant, il n'y avait que des hommes qui étaient candidats. Déjà que candidats aux législatives. Moi, je me souviens quand je commençais à faire de la politique, il y avait une blague qui circulait qui était de dire que le féminin de candidat, c'était suppléante. Bon, c'est vrai. Voilà. Notamment quand vous étiez à l'UMP, on disait Exactement. ça. Mais ça a beaucoup changé, puisque moi j'appartiens à un groupe qui est un groupe paritaire. On a autant d'hommes que de femmes qui sont aujourd'hui parlementaires, et j'en suis l'une des illustrations. Oui, mais les dernières marches, il faut les rappeler. Les dernières marches, c'est qu'on a une femme qui est présidente de la commission des lois, qui est présidente de la commission des affaires sociales, qui est présidente de la commission de développement durable, de la commission des affaires étrangères. Commission des lois, vous savez, c'était beaucoup plus souvent des hommes qui en étaient responsables. Si Marlène Schiappa souhaite se présenter, elle se présentera devant l'ensemble des membres de La République En Marche et le Conseil national de La République En Marche. Moi, ce que je note, c'est que personne ne trouve farfelu ou absurde qu'une femme puisse prétendre à exercer ces fonctions-là. Est-ce que vous avez envie de la soutenir, Marlène Schiappa ? Moi, j'attends de voir quels seront les différents candidats. Non, mais attendez, moi, je ne suis pas candidate moi-même. Il y a d'autres, on parle de Stanislas Guerini. Mais je vous dirais la même chose si vous m'interrogez sur Stanislas Guerini, ou sur Pierre Persson, ou sur Sylvain Maillard, ou sur Joachim Son-Forget, ou sur Marlène Schiappa. Il y a plusieurs candidats, putatifs ou déclarés. Moi, j'attends de voir quels seront les candidats, quels seront leurs projets. Ce qui compte, c'est qu'il y ait une indifférence au fait que ce soit un homme ou une femme. La question, c'est la compétence et que les femmes soient jugées sur ce qu'elles apportent et sur leurs compétences. Alors, vous avez co-signé avec elle la semaine dernière, dans Libération, une tribune justement pour demander qu'on respecte les femmes en politique. C'est pas encore le cas, c'est pas toujours le cas ? Non, ce n'est pas encore toujours le cas. Et on a eu quelques dérives et quelques comportements, alors que ce soit parfois dans l'hémicycle. Encore aujourd'hui. Brune Poirson avait été invectivée par un député de la France Insoumise, d'ailleurs, alors qu'elle répondait sur le fond sur une de ses questions, et prise à partie parce qu'une femme est moquée en tant que femme. Donc on a encore des réminiscences qui existent et qui ne sont pas qu'un fait générationnel. D'ailleurs, on s'était dit, après tout, avec le renouvellement politique, ces comportements vont complètement disparaître. Je pense que c'est un combat de tous les jours, la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, et aussi sur la question de la parité. Peut-être que si vous aviez une femme chef de parti, ça changerait peut-être un peu les choses. Peut-être. En tout cas, ce qui compte encore une fois, c'est que Marlène Schiappa, comme n'importe quelle femme, soit jugée sur ce qu'elle fait et sur ses compétences, plus que sur le fait d'être une femme ou non. On va parler de quelques sujets sociétaux qui sont importants, qui vont faire débat, évidemment, notamment dans le cas de la loi bioéthique, qui va être présentée sans doute en début d'année prochaine. Alors, la PMA pour toutes. Je sais que vous y êtes favorable. Vous avez toujours, dans ces questions-là, d'ailleurs, été un peu plus libéral que votre parti. Quand vous étiez à droite, vous étiez pour le mariage pour tous. Vous aviez critiqué le fait que Laurent Wauquiez veuille abandonner le droit à l'adoption pour les couples homosexuels. Aujourd'hui, j'imagine que vous êtes pour la PMA pour toutes. Oui, je suis pour la PMA pour toutes, déjà parce que c'est un engagement qu'on a pris devant les Français. Je pense que comme tous les autres engagements du président dans son programme. Il faut les tenir. Et nous avions annoncé évidemment que nous le ferions pour une raison simple, c'est qu'il faut qu'il y ait un principe d'égalité qui puisse prévaloir. À partir du moment où les couples hétérosexuels ont accès à la PMA, il y a une logique à ce que les couples homosexuels, en l'occurrence de femmes évidemment, puissent aussi y avoir accès, ou les femmes seules. Il faut évidemment l'encadrer. C'est extrêmement important. Vous parlez d'égalité. Est-ce que ça veut dire que bientôt vous allez nous dire, parce qu'il y a des couples de femmes qui peuvent avoir accès à un enfant, il faut que les couples d'hommes et donc que la GPA soit autorisée ? C'est la même logique ? Il ne vous aura pas échappé que la GPA est interdite pour les couples hétérosexuels comme homosexuels. Donc l'égalité prévaut bien dans le cadre de la GPA, puisque aucun couple en France ne peut y avoir accès. Et moi, je suis totalement opposée à la GPA, parce que je vois bien qu'en ce moment, certains tendent à démontrer que finalement la GPA c'est quelque chose de facile, que tout se passe bien. Peut-être qu'il y a des cas où ça se passe extraordinairement bien. On parle évidemment de la médiatisation, par exemple. Il y a une médiatisation très forte autour d'un livre. Et je ne conteste absolument pas le fait qu'il doit être un père formidable et qu'ils font une famille formidable. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que quoi qu'il arrive, une GPA, ça veut dire que vous avez recours à une mère porteuse et que vous avez une marchandisation du corps de la femme. Et ça, c'est quelque chose que je ne peux pas accepter. Alors, dans cette loi bioéthique, il y aura peut-être des choses aussi sur la congélation des ovocytes. On connaît tous des femmes autour de nous qui, parce que l'âge avance, préfèrent congeler leurs ovocytes pour pouvoir enfanter peut-être plus tard. Elles ont des contraintes professionnelles. Écoutez ce que la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, disait hier sur ce sujet dans le grand jury.
mon sentiment, il est partagé d'ailleurs, il est assez compliqué. Je prône plus de liberté et je suis toujours en faveur de la liberté. Pour autant, je n'aimerais pas qu'il y ait un grand mouvement de comportement des femmes qui seraient amenées toutes à congeler leurs ovocytes et faire des enfants à 40 ans. Je pense que ça n'est pas souhaitable pour le corps des femmes elles-mêmes. Et là, ce ne serait pas un avantage, mais plutôt un inconvénient. Alors ça, c'est intéressant parce que est-ce que ça doit être un choix pour une femme de savoir à quel âge elle va avoir un enfant? Est-ce qu'elle veut mener sa carrière professionnelle avant? Ou, comme le dit Agnès Buzyn, si ça peut poser un problème effectivement physiologique et que donc il faut contraindre, limiter le droit de congeler ses ovocytes? Il y a une question physiologique que relève la ministre de la Santé. Il y a aussi un risque de pression qui pourrait exister. On le voit par exemple aux États-Unis où ce sont les entreprises qui financent la congélation des ovocytes. Incroyable. Et là, Google, par exemple, finance la congélation des ovocytes. Est-ce que là, c'est une liberté ou une contrainte? Est-ce que ça veut dire que vous faites pression sur les femmes en leur faisant comprendre que dans le cadre de la progression de leur carrière, il vaudrait mieux qu'elles fassent appel à la congélation de leurs ovocytes pour avoir des enfants plus tardivement? Là, dans ces cas-là, c'est une liberté, soi-disant, qui se retournerait contre les femmes. Vous savez, toutes ces questions bioéthiques, finalement, plus on les travaille et plus on voit aussi qu'on arrive à avoir plus de questions parfois que de réponses. Parce qu'il y a des sujets qui vous paraîtraient comme celui-ci, simples quelque part, une liberté nouvelle pour les femmes, mais vous voyez que dans la manière avec laquelle ça va être encadré et financé, ça soulève beaucoup de questions évidemment éthiques. Et nous, notre rôle de législateur, c'est à partir du moment où il y a des avancées scientifiques, où est-ce qu'on met le curseur en termes d'éthique? Et c'est ça tout l'enjeu des lois bioéthiques. Vous savez, ceux qui ont beaucoup de certitudes sur les lois bioéthiques, je les envie. Moi, je n'ai pas beaucoup de certitudes sur ces sujets-là parce qu'il y a encore beaucoup de questions qui se posent, éthiques, scientifiques. Et je pense qu'on a tous aussi des sensibilités différentes. Par exemple, sur la congélation des ovocytes, vous êtes plutôt... Je vous dis, je suis plutôt pour si c'est vraiment une liberté nouvelle pour les femmes. Par contre, ça nécessite un encadrement extraordinairement strict, notamment sur le financement. Moi, je n'ai pas envie que demain, ce soit une entreprise qui me dise à quel moment j'ai le droit de faire des enfants ou pas. Aujourd'hui, le président de la République va se rendre une semaine après dans l'Aude, après les terribles inondations au chevet des sinistrés. Une semaine après, c'est pas un peu tard? Vous savez, le Premier ministre, on parlait tout à l'heure du couple exécutif, c'est une bonne démonstration. Le Premier ministre y était dès le lendemain pour être présent évidemment auprès des victimes. Là, le Président de la République vient dans l'Aude toute une journée, aussi accompagné du Président de la Fédération des assurances. Vous savez qu'on a déclenché des procédures accélérées pour la reconnaissance catastrophe naturelle pour 126 communes dans l'Aude pour aller très vite. Donc il vient aussi, non seulement pour être à l'écoute, mais pour apporter des réponses aux sinistrés. Et qu'est-ce que le président, en étant présent physiquement, peut apporter de plus aux sinistrés? Il apporte déjà la reconnaissance de l'État par rapport à l'épreuve qu'ils ont vécue. L'Aude, c'est un département qui a subi en plus, à Trèbes en particulier, à la fois un attentat et qui a subi un sinistre gravissime avec un certain nombre de morts. Donc je pense que c'est un département qui mérite que le président de la République puisse se déplacer, que les ministres y soient pour démontrer la solidarité nationale à l'égard évidemment du département et de ceux qui ont subi des sinistres. Et puis surtout avoir des réponses très concrètes sur la manière avec laquelle ils vont pouvoir être vite indemnisés. Vous êtes notamment spécialisé sur tout ce qui est audiovisuel, l'évolution des usages aussi d'Internet. Vous avez fait un rapport des propositions. Pour l'instant, il faudra attendre que le nouveau ministre de la Culture, sans doute, se les approprie. Vous êtes fait un peu, j'ai envie de dire, taclé par le ministre du Budget, Gérald Darmanin. Vous proposiez que tout le monde paye la redevance, tous ceux qui ont un écran, un smartphone ou une tablette, payent la redevance. On vous a dit, les nouveaux impôts, ça suffit. Mais moi, je pense qu'il y a une question de cohérence, c'est ce que j'ai déjà expliqué, c'est-à-dire que la question, c'est même pas l'accès, si vous voulez, à l'audiovisuel public. C'est est-ce qu'on considère que l'audiovisuel public est un service public? Moi, je considère que c'est un service public dont nous avons besoin, et parce qu'il y aurait un certain nombre d'investigations qui n'auraient pas lieu, d'informations, de culture, de programmes qui n'existeraient pas ailleurs, et c'est la raison pour laquelle il est légitime. Vous êtes sûr de ça? Écoutez, on peut se poser la question, est-ce qu'il faut ou non un audiovisuel public? À partir du moment où on répond oui à cette question, et moi je réponds oui à cette question parce que je pense qu'on a besoin d'avoir un audiovisuel public fort. On a besoin d'avoir des journalistes de RFI partout en Afrique par exemple. On a besoin d'avoir Radio France, on a besoin d'avoir France Télévisions. Eh bien, si on répond oui à cette question et que c'est un service public, alors le service public, comme tous les autres, il doit être payé par tous les Français. Mais Gérald Darmanin vous a dit non. Et vous savez, un parlementaire, il est libre aussi d'exprimer un certain nombre de choix et de faire des propositions. Moi, c'est ce que je fais. Et puis, c'est aussi au ministre de la Culture qu'il reviendra de se positionner sur ce sujet. Donc la messe n'est pas dite sur ce sujet, vous pensez que... La messe n'est pas dite tout simplement parce que moi je ne connais pas encore le projet de loi du gouvernement, il interviendra en 2019 et que j'ai bien l'intention, avec un certain nombre de mes collègues, à l'Assemblée et au Sénat, de faire valoir les arguments des parlementaires. Alors autre sujet qui est connexe, évidemment, le ministre de l'économie Bruno Le Maire va repartir à l'assaut de Bruxelles pour essayer de
d'imposer notamment les GAFA, hein, les fameux Google, Apple, Facebook, qui font du business chez nous, on peut le dire comme ça, du chiffre d'affaires, mais qui ne payent quasiment pas d'impôts. Une taxe européenne est à l'étude, mais les autres pays européens ne veulent pas. Comment on va faire? On a eu une progression quand même constante du nombre de pays européens qui étaient prêts à rejoindre la position de la France. Mais sur pas la suffisamment, il faut l'unanimité, vous savez, en matière fiscale. Mais il va falloir de toute façon... On n'aura jamais l'unanimité. Hein. Bah, écoutez, moi je ne pars pas du principe qu'il faut être défaitiste par avance. Je vois qu'on a quand même un certain nombre d'États qui nous ont rejoints, tout simplement parce qu'il y a une inéquité, une inégalité qui est évidemment beaucoup trop visible. On ne peut pas avoir en permanence comme ça des géants du numérique qui profitent de nos contenus, qui profitent de la valorisation des contenus, mais qui ne les rémunèrent pas, qui ne participent pas au financement de la création dans notre pays et qui en plus ne rapportent rien à l'État en termes de fiscalité. Si on n'y arrive pas, Aurore Bergé, qu'est-ce qu'on fait? Si l'Europe, une fois de plus, nous montre son impuissance et l'incapacité de prendre des décisions aussi importantes ensemble, qu'est-ce qu'on fait, nous? Mais c'est la question qu'il va falloir se poser au moment des élections européennes. Moi, je crois qu'on a besoin d'Europe et qu'on a besoin de plus et de mieux d'Europe. Et c'est une question qu'il doit falloir se poser aussi. Est-ce qu'il faut en permanence que les règles de l'unanimité prévalent sur ce genre de questions où on voit évidemment que des blocages peuvent continuer à exister ou pas? Vous savez, aimer l'Europe et avoir envie que l'Union européenne fonctionne, c'est aussi assumer qu'il y a aujourd'hui des choses qui ne sont pas opérantes. Et peut-être que cette règle de l'unanimité est une règle trop contraignante qui ne permet pas aujourd'hui d'avancer suffisamment là où on pourrait avancer peut-être avec un certain nombre d'États. Donc ça, c'est une question qu'il va falloir se poser au moment des européennes. Merci beaucoup, Aurore Bergé, d'avoir été avec nous ce matin. On retrouve tout de suite Pascal de la Tour du Pin.